Merci. Je ne sais pas ce qui se passait, mais bien. Donc, je commence le 18e atelier de santé concernant l'organe du rein. Donc, le rein est un organe qui permet de transformer la matière en ganse et en plasma liquide. Donc, c'est un petit peu comme l'intestin, ou le tube digestif, plus exactement. Donc, pour vous rappeler un petit peu, l'ensemble du corps humain est formé de plusieurs réacteurs. Donc, je vous redonne le premier réacteur qu'on avait vu, les deux poumons, le cœur et le diencéphale avec le thalamus, et avec au centre le thymus. Le thymus est en relation avec les deux réacteurs, avec le réacteur abdominal, foie, rate, estomac. Et on a ensuite au niveau de la cavité pelvienne, les ovaires, les testicules, la vessie et l'utérus. Donc il reste à voir les deux reins, qui sont une autre partie des réacteurs abdominaux. Donc on va commencer par l'embryologie. Au départ, on a donc le premier, ce qu'on appelle le zygote, l'ovule, qui donne la morula étant la première division cellulaire, 2, 4, 8, 16, 32, donc ça progresse à vitesse géométrique, pour donner ensuite la gastrulation avec l'invagination des voies digestives, la bouche et l'anus. À partir de là, on a déjà la formation de trois premiers tissus, l'ectoderme, qui représente la partie externe avec l'épiderme, le système nerveux central, donc l'épiderme, on verra plus tard, et donc le sosier du système nerveux central, ainsi que le système nerveux périphérique. On a ensuite, au milieu, le mésoderme, avec les reins notamment, les organes reproducteurs, les os, les muscles et le système vasculaire. En médecine chinoise, on dit que les os appartiennent aux reins. Eh bien, on en a ici la confirmation du point de vue embryologique et anatomique. On a ensuite l'endoderme, la partie interne des tissus avec les intestins, les poumons et le foie. On voit que le rein prend naissance dans cette partie qu'on appelle le blastomère. Ici, je vous rappelle qu'on avait la naissance de la partie digestive, du tube digestif avec les intestins. Ce blastomère ici va ensuite donner une invagination ici pour se lier à ce qu'on appelle le bourgeon du métanéphron. Et on voit ici la progression de l'invagination dans le métanéphron. Voilà. Et on a commencé le début de la naissance du rein. Et on peut commencer déjà à percevoir et à entrevoir des espèces de sphères ici, qui sont les futurs réacteurs, à nouveau, au niveau du rein. On voit ici une coupe au niveau des embranchements. À nouveau ici, sur l'image de droite, l'invagination qui se produit et qui commence à donner l'organe du rein avec les pyramides qu'on verra tout à l'heure et les glomérules. Ici, on a la naissance de la vésicule rénale. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous jouer cette vidéo? J'aimerais bien vous la montrer. The brain. As we explained from the beginning, the limbs are the feeding part of the physicality, and the blood is the feeding part of the energy to the brain, which is the emotional part of it. The job of kidney. Donc là, je coupe le son parce que tout le monde ne va pas forcément comprendre. On a ici la représentation de tous les réacteurs du corps humain, vus en modèle 3D et en rotation et en mouvement. Enfin, que je le vois. Donc là, on va s'arrêter sur la vue des réacteurs en vue de face. Voilà. Donc ici, on a le diencéphale, le thalamus, où on pourrait dire cœur, poumon
et thalamus, les organes foie, rate et estomac. Et ici, on a dit rein et vessie. Je continue la vidéo. Donc, on va avoir toujours, je crois que c'est terminé, non? Oui, c'est terminé. Encore une fois, s'il te plaît, Ah, excuse-moi. Ah. Alors, attends, je vais essayer. si possible. Donc, je vous la redonne depuis le début. Vous l'avez là? Ouais. OK. Donc, voilà le parallèle entre encéphale, poumon, premier triangle entre poumon, cœur, ici un premier triangle, un deuxième triangle avec le diencéphale, le thalamus. Ici, on avait dit qu'on avait le thymus qui était au centre de cette pyramide. Et donc ici, de façon géométrique ou schématique, on a l'ensemble des... Ah, excusez-moi, c'est pas la bonne vidéo. Si, la voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre et voir, c'est que tous ces réacteurs ne sont pas à plat dans l'espace, mais sont en volume. Vue de dessus. Vue de dessous. Vue latérale et vue de face. C'est bon? Génial, merci. Okay. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Tu peux reculer là, celle-ci sur le centre là? Oui. Voilà, cette figure-là. La reculer un tout petit peu pour que les deux qui se superposent, voilà, c'est ça, au centre. Il y en a deux qui se superposent. Est-ce qu'elles ont un lien pour venir plus haut où il n'y a rien? Alors, plus haut dans le grand triangle. Non. Parce que ça, c'est complètement le dessin de la fleur de vie, ça. Hein. Alors la fleur de, oui, alors la fleur de, ça c'est l'arbre hébraïque en fait. Oui, mais ça se copie conforme sur la fleur de vie, parce que moi j'ai tout ça dans mes recherches. Hein. Et quand j'ai vu qu'il y en a deux qui se superposent, j'ai dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas à boucher, si tu veux, mettre régulier dans la colonne vertébrale? La fleur de vie, ce sont des mathématiques. À l'origine, c'est un triangle et un carré, un cône et un cube. Et avec ça, on construit la fleur de vie. Et la fleur de vie, c'est ce qu'on appelle l'arbre des 36. Oui, mais la fleur de vie, elle se dégage, comme tu le dis, 2, 4, 8, 16, 32. Oui, non, 36. 36, oui. Et non pas 72. Oui. C'est la table de Moïse. Ah oui. Là, je connais pas tout ça, mais je me suis... La table de Moïse, mais qui n'a jamais été dévoilée, qui est restée secrète. Voilà. Oui, mais c'est justement comme je sais que c'est secret, quand j'ai vu la superposition et j'ai une information par mon gendre qui a fait les lettres hébraïques et tout ça là, que au plus haut il n'y a rien parce que l'humanité n'est pas rendue à développer, à arriver à développer vraiment le cœur comme il devrait développer. Bah, la rose des 36 s'adapte à tout l'univers, aussi bien à l'homme qu'à tout l'univers. Oui, oui. Hein, c'est la compréhension du fonctionnement de l'univers et de l'homme sous forme mathématique
Mais à l'époque où elle a été créée, cette table, elle était incompréhensible. Pour certains initiés qui comprenaient les mathématiques. Léonard de Vinci comprenait très bien la rose des 36. Et on la retrouve dans toutes les civilisations, cette rose. Hein. Oui, oui. On la retrouve en volume, on la retrouve à plat. Mais la table d'émeraude montre comment la construire du point de vue mathématique. Mais moi, j'ai pas de problème à la construire. Je construis directement ma fleur de vie à plat et tu fais la relation avec les traits et c'est exactement copié, conforme dessus. Oui, mais ce que j'appelle la façon de la construire, c'est ça, c'est comment la tracer. Oui. Et ça se fait pas au pifomètre. Mais non, justement, c'est compli conforme sur la fleur de vie. Tout à fait. Voilà. J'étais menuisier, alors les dessins, ça me passionne. Oui. On ne peut pas être plus précis. Hein. Oui. Et les cathédrales ont été construites avec la table d'émeraude, mais ça a été gardé secret. Je ne sais pas si on retrouve tous les plans de toutes les églises, d'ailleurs. Oui. Bon, on essaie de… Voilà. Merci. Hein. De rien, de rien. Alors, revenons à nos moutons. Voilà, donc on a vu comment se constituaient ces réacteurs en 3 dimensions. Alors maintenant, on va passer aux différentes positions des reins par rapport à des glandes rénales, des glandes surrénales. Donc ici, vous avez la représentation du fœtus à gauche, le cordon ombilical et ce qu'on appelle l'artère rénale ici, qui se divise en deux avec les 2 reins en formation. Lorsque le rein commence à se former, il va migrer le long de cette artère, en même temps que l'artère grandit, et donc les reins vont se positionner. Donc il y a plein de variantes anatomiques, et selon les individus, les 2 reins peuvent être au même niveau, plus ou moins ascensionnés. Donc on voici sur cette partie ici les différents types de positionnement anatomique. Au fur et à mesure que le rein va ascensionner, il va aller rejoindre les 2 glandes surrénales. Donc, on a ici la progression du rein qui ascensionne jusqu'à venir rejoindre les surrénales. Les surrénales étant une partie hormonale, contrairement au rein lui-même. Maintenant, si on regarde un petit peu comment est formé le rein, eh bien, il est formé exactement comme tous les réacteurs et tous les tissus, 3 couches de tissus, ectoderme à l'extérieur, myoderme à l'intérieur et endoderme au centre. Et donc, on a bien un réacteur formé de 3 sphères, avec toujours cette configuration du plasma qui tourne, avec le plasma le plus fort au centre, donc les tissus, le plasma au niveau du centre des formations rénales qu'on verra tout à l'heure, il est plus fort au centre qu'à la périphérie. Donc ça, c'est une image simplement pour vous rappeler que tous les organes sont constitués sous forme de réacteurs. On voit ici donc une image du rein en éclaté, avec sur la droite comment est formé le rein du point de vue anatomique, avec l'urètre ici, qui va déboucher sur la vessie. En bleu, les veines, la veine rénale. En rouge derrière, l'artère rénale par où arrive le sang. On a le tissu périphérique, ce qu'on appelle le cortex. Et on a ensuite ce qu'on appelle les pyramides, dans lesquelles se trouvent les… Donc vous voyez que les pyramides, c'est encore ça indique bien son nom, ce sont des pyramides, exactement, dans lesquelles se trouvent ce qu'on appelle les glomérules, qu'on va voir tout à l'heure. Et donc chaque pyramide débouche sur ce qu'on appelle un calice. Donc il y a les petits calices, des réceptacles, avec des plus grands réceptacles qui vont déboucher dans l'urètre. Voici ici une partie un peu plus grossie de ces fameuses pyramides ici, avec le calice récepteur qui débouche en doré ici sur l'urètre. On peut comparer le rein au poumon. C'est exactement la même construction.
Et on voit bien que de façon à être de plus en plus efficace, on a une arborescence comme dans les arbres, de façon à augmenter la surface des échanges. Donc on voit qu'il y a une distribution fractale, une veine se divise en deux, qui se divise en deux, qui se divise en deux, et ainsi de suite. De même que le poumon était un organe émotionnel constitué de tissu blanc, le rein est également un organe émotionnel, donc il fonctionne de façon automatique. Alors, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les glomérules. Excusez-moi, je voulais mettre l'image en plus grand. Donc, le glomérule, c'est l'unité fonctionnelle où se font les échanges, le tri, parvenant du sang vicié, de façon à éliminer les déchets et conserver au contraire les éléments nutritionnels nécessaires à la survie du corps. Donc vous voyez que ce glomérule a une forme sphérique, exactement comme les alvéoles pulmonaires. Le voici à droite, de façon un peu plus schématique, avec ici le tissu périphérique, et ici 3 sphères dans lesquelles vont se produire les échanges entre les vaisseaux sanguins et la partie liquidienne, qui donnera plus tard les urines. Donc voici cette unité fonctionnelle. C'est une sphère dans laquelle se trouvent 3 petites unités sphériques. Et on voit ici les points noirs, ici les points violets, ce sont les pores ou les fenêtres ou des ouvertures membranaires à travers lesquelles se font les échanges entre le liquide qui circule à l'extérieur ici, vous suivez ma flèche ici, il y a tout ça, ça circule, c'est du liquide. Voilà. Les globules rouges ici qui vont arriver. Et on voit au centre, à nouveau, le réacteur, la partie du réacteur central. Donc 1, 2, 3, et la partie centrale du réacteur, comme pour le poumon, cœur, thalamus, thymus. Ici, je vous rappelle que tout est à l'état nanométrique et donc seul traverse des champs plasma. Donc ici, on a une vue au microscope des fameux glomérules. Donc les mouvements liquidiens se font par l'ouverture ou le rétrécissement de ces pores qu'on a vu tout à l'heure. Je vous les remontre. Voilà de quoi on parle. On parle de ces petits pores ici. Tout ce qui est en rose, c'est une partie musculaire lisse. Et donc, cette partie musculaire lisse, si vous vous rappelez des cours de médecine sur les muscles, on a vu que ces petites parties ici se rapprochent ou s'écartent les unes des autres. Et selon qu'elles s'écartent ou qu'elles se rapprochent les unes des autres, cela crée une ouverture, une fenêtre, à travers laquelle vont passer les matériaux ou ne pas passer. Chaque endroit, chaque lieu du glomérule laisse passer un certain type de champ et de matériaux. Donc ça, c'est comme ça que se fait la filtration. Le deuxième élément de filtration, donc si on résume bien, voilà le glomérule. On peut le comparer également à la tête d'un os qui était constitué de, de pores à l'état nanométrique. Donc ce sont que des champs plasma ici, des champs magraves. Là aussi, c'est un mini-réacteur. Donc, à l'intérieur de ce glomérule, il y a 3 petites unités avec une unité centrale. Et le liquide va circuler à l'extérieur pour ensuite être filtré. La progression de ce liquide, elle se fait de façon péristaltique. Donc, rappelez-vous l'image du serpent. Et ce mouvement péristaltique va créer un gradient de pression et donc permettre aux matériaux de sortir ou ne pas sortir selon la pression et son niveau. On a ici le schéma. Le sang arrive dans le glomérule. Il se termine par des mini-vaisseaux et ressort par une veine plus importante. Et donc, à ce niveau-là, se fait le tri. Je n'ai pas besoin de quelque chose, je l'évacue au niveau de l'urètre.
Et là, j'ai marqué que le thalamus dit qu'il a besoin de quelque chose. Donc, dès l'instant que le thalamus est informé, il informe le rein de ce dont il a besoin. Donc, avant que les matériaux soient arrivés de façon matérielle au niveau du rein, le thalamus a déjà donné son information comme quoi il avait besoin de conserver tel type de minéraux, tel type de sel, tel type de globules, tel type de médicaments. En général, il les évacue. Donc, tout ce système de communication, je vous le rappelle, se fait. Le thalamus, l'émotion, la partie émotionnelle dit qu'elle a besoin de quelque chose. Et donc, la communication se fait par là. L'ensemble des réacteurs communique par champ Magrav à la vitesse quasiment instantanée. Donc la pression osmotique, on avait vu ça déjà au niveau des poumons et au niveau de la circulation des poumons et du cœur. Donc selon la pression et les lieux de la pression, vous allez avoir un gradient, une forte pression à l'extérieur, une faible pression à l'intérieur. Donc les liquides sortent ou rentrent selon ce gradient de pression. Donc voilà le glomérule. Voilà l'arrivée du vaisseau sanguin qui se divise ici. Donc vous avez un gradient de pression dans le vaisseau qui est plus élevé que dans le glomérule. Donc ça permet la sortie, l'évacuation des matériaux indésirables ici. Donc ici vous avez un liquide plasma, voilà, qui sera l'urine. À la fin du parcours, ça deviendra l'urine. On va voir que durant le parcours de cette urine, eh bien, les pressions vont se modifier, vont être un petit peu différentes. Donc là, vous avez ici sur cette image, l'artère ici, par où arrive le sang neuf. Et donc, vous avez ici le gradient de pression qui est à un certain niveau. Et au fur et à mesure que l'on progresse à la suite de ce glomérule, vous allez avoir un deuxième lieu d'échange à ce niveau-là. Donc, la filtration rénale se fait à deux niveaux dans le parcours artériel veineux. Une première fois ici et une deuxième fois le long de cette tubule. Sur cette image ici, vous avez cette tubule forme un U. Et donc, tout le long de ce U, vous allez avoir une différence de gradient, une différence de pression. Et donc, différents types de matériaux seront soit conservés, soit réabsorbés et réinjectés dans la circulation. Donc, voilà ici, le glomérule se trouve ici. Et donc, il va faire ce parcours en forme de U, de trombone. Et donc, de cette partie-là jusqu'à cette partie-là, vous allez avoir une différence de pression. Et donc, vous allez avoir réabsorption de l'eau, réabsorption de chlorure de sodium, ce qui permet au corps donc de conserver la quantité de matériaux nécessaires, notamment au niveau de l'eau. Dans cette partie ici, on a un échange avec le chlorure de sodium et le bicarbonate. Donc ici, sur cette partie, vous avez à nouveau une image des différents gradients de pression par rapport à ce U trombone. Voilà. Et donc, vous voyez que la pression ici n'est que de 300 à ce niveau-là, faible pression, alors qu'ici, la pression est beaucoup plus importante. Donc, ça permet de trier les matériaux en fonction de la pression. Tout ça pour en arriver donc aux déchets organiques sous forme d'urine. Et cette urine est composée de 5% de solide, d'urée, de chlorure de sodium, de potassium, de phosphate, de créatinine et d'acide urique. Et 95% c'est de l'eau. Donc là ici vous avez une représentation en camembert de l'ensemble des composés de l'urine. Donc la majeure partie, c'est de l'urée. Donc en fonction de l'analyse des urines, eh bien, on va pouvoir déterminer si le rein fait son travail ou s'il ne le fait pas, s'il rejette des matériaux utiles ou s'il conserve des matériaux inutiles.
Donc là, c'était à nouveau pour vous montrer, pour vous rappeler comment se faisaient les échanges entre les différents, entre les glomérules, puisque les glomérules communiquent les uns avec les autres. Les glomérules, je vous rappelle que c'était ça. Voilà, l'ensemble des glomérules, il y a encore un glomérule ici, il y en a un autre à côté, donc ils communiquent tous ensemble. Donc les communications se font toujours soit par état nano, soit par état de champ plasmatique. Alors, comment le corps évacue le monoxyde de carbone? Alors, en raison à cause du bicarbonate de calcium. Le corps accepte ou non les gaz sous forme de gaz qui n'ont pas les mêmes propriétés que les gaz matières, et que ce soit du CO, de l'oxyde de carbone, du monoxyde, ou du dioxyde de carbone, de l'oxygène, eh bien, ils ont tous la forme de gaz composés de carbone et oxygène. Ainsi, à l'état macroscopique, on a des molécules que j'ai dessinées ici. Donc ça, c'est du CO2. Ça, c'est du monoxyde de carbone. Eh bien, on a toujours à la base carbone-oxygène. Mais ils sont à l'état nano. Donc, quel est donc le rôle du rein? Il a donc pour fonction de subvenir aux besoins du cerveau. Donc, on en revient toujours à la même chose. L'ensemble des organes sont à la disposition du centre émotionnel dit encéphalique. Alors que le rôle des poumons est de convertir les champs magraves extérieurs en énergie plasmatique vers le foie, le rein a un rôle inverse. Il convertit les champs d'énergie inutiles et les extrait en gaz matière urinaire. Donc, il fonctionne un petit peu comme les intestins. Il absorbe sous forme de plasma et transforme la matière en plasma pour l'évacuer. Étant donné que c'est un tissu blanc, donc il est automatiquement là pour servir le thalamus. De même qu'on a deux hémisphères cérébraux, il y a deux reins, deux poumons. Donc il y a certains organes essentiels qui sont en double de façon à subvenir au thalamus en cas d'accident pour la survie. Alors, le rapport entre une mère hypertensive et le fœtus. Le stress au cours de la maternité donne une hypertension qui va engendrer chez l'enfant une hypertension également psychologique dans les artères rénales, ce qui fait que le glomérule ne peut pas réabsorber ce qu'il doit, d'où les problèmes de diabète. Donc, à partir du moment où vous avez une hypertension chez la mère, ça se communique en hypertension chez l'enfant, et donc, vous avez donc une hyperpression au niveau des glomérules. Donc, c'est comme si vous aviez un débit dans un ruisseau qui correspondait à celui d'un fleuve. Donc, étant donné que le ruisseau, il n'est pas extensible, donc vous avez un engorgement au début du ruisseau. Il faut donc rétablir par des champs corrects la pression artérielle. Ceci peut être fait sous 15 jours en rétablissant le côté émotionnel. Donc ça, c'est pour le diabète chez les enfants. Donc le diabète chez l'enfant, c'est un problème d'hypertension rénale. D'origine émotionnelle. Voilà, j'en ai terminé pour le cours sur les reins. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai une question. Oui. Il y a des personnes qui boivent l'urine. Qu'en penses-tu? Alors, l'urine, c'est un gans. Voilà. Moi, j'ai fait l'expérience et je peux dire que ça m'a donné vraiment du punch. Ça m'a boosté. Ça m'a fait plus de bien que de mal. Voilà. Oui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Hein. Je crois que ça s'appelle Amaroli ou l'Amaroli, quelque chose comme ça. Et a priori, ils ont de très très bons résultats.
Et la crème de Rosie, je ne sais pas si vous vous souvenez, le témoignage qu'avait fait Rosie. Alors, oui. Dans sa crème miracle, elle met de l'urine. Mais vous avez intérêt à être en bonne santé. Oui, parce que si j'ai bien compris, ce qu'il y a dans l'urine, c'est des choses qu'on n'en a pas besoin. Exactement. Donc ça, c'est valable si vous êtes en bonne santé. Si vous êtes intoxiqué au plomb et au mercure, bah, ce n'est pas une chose à faire. Si le corps les rejette, ce n'est pas pour rien. Alors après, on peut avoir des pathologies où le corps va rejeter des choses qui sont bonnes et les rejette à mauvais escient parce qu'il y a une source de pathologie. Donc l'urinothérapie, c'est valable à mon avis si vous êtes en bonne santé.